Bonjour et bienvenue sur le podcast de Périple Humanitaire. Je suis Bertrand Roussard et mon parcours de vie m'a amené à me questionner sur la solidarité internationale, son histoire, ses différentes formes d'action, ses réussites et ses échecs. À travers une série d'interviews, je vous propose de découvrir le monde de l'aide humanitaire grâce à des acteurs de terrain. Serge Francis Xavier Oga, bonjour. Bonjour Bertrand. Alors Serge, tu es aujourd'hui interviewé pour Périple Humanitaire pour nous parler de logistique humanitaire. Tu es nigérien et tu as suivi une formation à l'Institut Bioforce de Dakar et tu as un parcours qui a commencé avec le journalisme, en tout cas la communication, c'est bien ça ? Exactement Bertrand, j'ai été formé à l'Institut de formation technique de l'information et de la communication du Niamey, une école de référence en matière de journalisme et de la communication. Sorti de cette école en 2001, j'ai d'abord travaillé à la radio et puis dans la presse écrite. J'ai fait un peu de la télévision, je suis passé pigiste, travaillé pour mon propre compte et chemin faisant, je me suis retrouvé dans l'humanitaire et j'ai évolué au niveau de Caritas, une ONG au Niger, où j'ai géré la communication et d'autres profils au niveau de cette ONG. On aura le temps d'en parler au cours de cette interview. Donc, toute cette formation-là t'a permis de connaître un petit peu toutes les problématiques, j'imagine, géopolitiques de la région, qui est une région qui bouge beaucoup et où il y a énormément de choses à dire. Exactement, déjà journaliste, donc du coup, je me suis intéressé pas mal aux sujets sociaux. Et en 2005, un ami qui travaille aujourd'hui en France dans le domaine du journalisme venait au Niger pour travailler dans le cadre de la lutte contre la famine. Donc, il m'avait contacté et donc comme j'étais assez disponible, nous avons fait un tour au niveau de Médecins sans frontières dans leur centre qui était basé à l'époque dans la ville de Maradi, à l'est du Niger. Et je découvre chez Médecins sans frontières le cœur du métier humanitaire. Je découvre le cœur d'un hôpital avec des enfants malnutris, des enfants qui trépassaient à cette époque-là. Et donc, quand je suis revenu à Niamey, je me suis dit, écoute, ta vie, tu l'as passé à raconter énormément de mauvaises nouvelles parce que le journaliste s'intéresse à ce qui ne va pas dans la société et très peu à ce qui se passe bien dans la société. C'est comme ça qu'on a été formé. Et donc, du coup, je me dis, mais est-ce que je ne peux pas orienter autrement ma vie? Et là, je deviens bénévole au niveau de la communication de Caritas, où j'ai évolué pendant un an gratuitement à travailler dans le cadre de la communication pour essayer un peu de montrer les actions que Caritas menait à l'époque au Niger. Par la suite, je suis reparti à la radio à nouveau pour un an. Et Caritas a ouvert un poste et cherchait officiellement un chargé de communication. Et là, j'ai postulé, j'ai commencé à travailler pour Caritas, d'abord dans le monde de la communication. Et comme j'étais assez polyvalent déjà au niveau de ma formation, donc j'ai touché pas mal de secteurs au niveau de Caritas, que ce soit dans le domaine du management des projets, dans le domaine de la warehouse. Et donc, du coup, je travaillais comme journaliste et en même temps chargé de communication et en même temps je m'occupais de tout ce qui est aspect services généraux. Et en 2015, il y avait un ami qui se formait à Lyon à l'Institut Bioforce, il n'avait jamais entendu parler de Bioforce. Et donc du coup il me disait, moi je suis à Lyon et je me forme en coordination de projets. J'ai dit, mais moi je suis fatigué des projets et je veux orienter autrement ce que je fais et tu sais que je fais un peu les services généraux. Il me dit, écoute, ton profil là aussi peut aboutir à une formation en Bioforce. Je vais sur le site de l'Institut et là, je postule le même jour pour une formation en logistique parce qu'en lisant tout ce qui est profil recherché, je répondais aux critères. Et je me retrouve en 2017 en formation à nouveau à Dakar. Dans le domaine de la logistique, en ce moment-là, je quitte le domaine de la communication purement et donc je finis ma formation purement logistique et je rentre au Niger et je suis recruté par Action contre la faim. Je travaille sur une base à l'est du Niger, la ville de Difa. C'est de là que je me suis retrouvé à nouveau chez Médecins sans frontières comme expatrié et j'ai travaillé au Congo et puis actuellement je suis au Nigeria. Donc voilà, c'est un peu long mais ça permet un peu de brosser et donc du coup tout ce que j'ai appris à l'école en tant que journaliste m'a permis déjà de voir un peu tous les sujets qui sont des sujets de préoccupation qui pourraient intéresser l'instinct des journalistes. Et j'avais déjà fait beaucoup de reportages, soit sur le domaine de la communication, la corruption, la politique évidemment, puisque tout journaliste, on passe par là. Et les chiens écrasés, comme on le dit souvent dans le jargon du journalisme. J'ai fait tout ce passé, en revue tout ça. Et donc, du coup, mon intégration dans le domaine humanitaire a été facile parce que je savais déjà un peu ce qui se faisait et comment y entrer.
Tu avais déjà notamment toute une culture sur, j'imagine, le contexte sécuritaire qui t'a énormément aidé pour tout ce qui était gestion de la sécurité, par exemple. Exactement dans la gestion de la sécurité, parce qu'au niveau des Caritas, Caritas intervient dans tout le Niger. Et le Niger est au cœur, comme on le sait aujourd'hui, tiraillé entre plusieurs feux. Il y a le Mali à côté, il y a la Libye et d'autres coins du monde. Et donc, du coup, pas que j'ai baigné dans l'insécurité, mais ça fait partie de notre quotidien et on a grandi avec. Et donc, du coup, ces réflexes. Le Niger avait connu aussi de la rébellion à une époque, et donc, du coup, j'avais couvert aussi certaines activités liées à la rébellion à l'ECOP en tant que journaliste pour rendre compte de ce qui s'est passé. Et donc, du coup, ça m'a facilité un peu l'entrée dans le monde humanitaire, donc dans la gestion des crises humanitaires. Ce qui m'a beaucoup le plus marqué, c'est la gestion des catastrophes, des risques et catastrophes, la gestion des crises humanitaires, notamment la famine au Niger. Parce que ce mot prête beaucoup à confusion. Certains diront non, c'est pas de la famine, on manque de nourriture. Il y a toute une sémantique et en tant que journaliste, je n'ai pas voulu entrer dedans. Je préfère dire que les gens manquent de la nourriture pour manger à leur faim. Aujourd'hui, dans le Sahel, des millions de personnes, même si la saison des pluies est abondante et que les récoltes sont bonnes, les terres ne sont plus nombreuses et donc du coup, la terre dans le Sahel ne nourrit plus les Sahéliens et c'est la solidarité internationale, cette solidarité marquée dans le monde humanitaire qui permet à beaucoup de Sahéliens de vivre et de survivre. D'autant qu'effectivement, on parle de famine, mais en fait, dans le monde humanitaire, on parle beaucoup plus de malnutrition, parce que de la nourriture, des fois, il y en a, mais c'est la variété qui manque, et c'est notamment très dommageable pour tout ce qui est le développement des enfants. Exactement, il y a le développement des enfants parce que c'est la malnutrition, ça marque beaucoup les enfants de 0 à 5 ans surtout, et aussi même au-delà dans le Sahel. Il faut dire en général que dans le Sahel, ça fait trop longtemps que les familles ont accès à 3 repas par jour. Et donc, du coup, ça impacte les enfants puisque les adultes n'ont pas à manger. Les greniers sont vides à cause de la sécheresse des terres cultivables, puisque aujourd'hui, en prenant l'exemple du Niger, le désert a envahi presque les 3 quarts du pays et donc du coup les terres cultivables ne sont plus assez nombreuses et donc du coup même si la production est bonne, la récolte n'est pas assez pour pouvoir couvrir la période avant les prochaines récoltes et donc du coup les enfants souffrent beaucoup et les humanitaires contribuent à réduire le taux de mortalité, à lutter contre la malnutrition et je pense que j'ai participé à cette action noble de lutter contre la malnutrition au Niger et dans d'autres coins du monde. La cause principale de cette désertification, c'est surtout justement le fait de déforester certains lieux pour en faire des zones d'exploitation ou des industries. C'était un sujet sur lequel tu travaillais déjà toi à l'époque en tant que journaliste? Non, j'avais fait une formation sur l'analyse, le développement. Et donc, du coup, toucher un peu tous ces facteurs qui minent le développement rural parce que la majorité des Nigériens vivent dans le monde rural, en zone rurale. Et donc, du coup, l'accès au foncier, l'accès à des terres cultivables était déjà une problématique. Donc, je ne l'avais pas traité de façon spécifique, mais de façon événementielle. En tant que journaliste, c'est des sujets que j'ai abordés au cours des reportages sur le terrain ou lors de la couverture de forums, de séminaires liés au dérèglement climatique, au changement climatique, puisque l'impact du dérèglement climatique au Sahel, ça se fait sentir sur le monde rural notamment, parce que la désertification avance et l'homme ne propose pas beaucoup de solutions pour pouvoir lutter. Et quand j'ai travaillé chez Caritas, j'ai aussi supervisé des actions de récupération des terres, ces terres qu'on a considérées 25 ans, 30 ans plus tôt comme étant des terres arides qui ne sont plus des terres qu'on pouvait cultiver. Avec d'autres techniques de récupération des terres, oui, on a pu montrer au monde rural comment reconquérir l'espace qu'on a perdu, que l'homme a perdu par la force de ce qu'il a pu apporter comme dégradation de l'écosystème dans lequel il évoluait. Et je pense que le Sahel n'a pas échappé à ça, la déforestation, la coupe des arbres, parce que la cuisine se fait avec le bois de chauffe au Niger. Et donc, du coup, c'est des millions de tonnes de bois par an qui partent. Et donc, du coup, nous ne reboisons pas assez. Et donc, du coup, nous coupons davantage. Et donc, du coup, cette dégradation de la forêt a un impact sur l'écosystème, l'agriculture et l'élevage au Niger. Et la conséquence, c'est les humains et malheureusement les enfants qui sont les premiers touchés.
Et toi, dans ton engagement, tu es passé du journalisme à l'humanitaire. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce qui a été vraiment le déclencheur de ce changement de carrière? Ce déclenchement de changement de carrière a eu lieu en 2005 dans un centre de récupération nutritionnelle de Médecins sans frontières à Maradi, comme je l'ai dit plus tôt. Le journaliste, son travail, c'est de couvrir l'actualité. Et je me rappelle bien que dans ce camp-là, nous étions en train de filmer un enfant. Je ne dirais pas que c'est un agonisant, mais tout comme. Et le reflet du journaliste, c'est de capter ce moment d'émotion où le médecin lui fait tout son possible pour pouvoir ramener cet enfant à la vie. Et la maman qui est à côté, tout est craintive, puisqu'elle ne sait pas de quoi le lendemain de son enfant sera fait. Et donc, du coup, je vois cette maman qui couvre l'objectif de la caméra. Et cet instant m'a marqué. Je me suis dit, non, stop. Il y a une autre manière de pouvoir rendre l'humanité plus aimable. Et là, je suis passé du monde du journalisme au monde humanitaire. Et tout ce que je fais au quotidien me rappelle toujours cette famille, cet enfant malheureusement qui a trépassé. Et donc, du coup, j'essaie de lutter pour que d'autres enfants ne puissent pas subir le sort. Oui, la tâche est immense. Malheureusement, on a très peu de moyens pour pouvoir faire face à tout ce qu'on a comme défi, mais je pense qu'on essaie de faire notre mieux et donner de l'amour parce que nous faisons sur le terrain, parce qu'on vit loin de nos familles, pour éviter que d'autres enfants puissent se retrouver dans le cas de cet enfant de 2005 qui m'a toujours marqué. Juste une précision par rapport à ce contact humanitaire, nous étions en 2005. Et donc, revenu dans ma rédaction, j'ai décidé de travailler comme bénévole à la communication de Caritas pendant un bon moment. Après, j'ai été recruté comme chargé de communication pour Caritas. J'ai travaillé et en même temps, je m'occupais des services généraux. Et donc, ce n'est qu'en 2017, donc on a 2006 jusqu'en 2017, où je suis passé par plusieurs corps de métiers humanitaires dans Caritas. Donc, en 2017, je pars pour Dakar. Mais bien avant Dakar, en tant que journaliste, j'ai fait pas mal d'émissions à l'étranger. Oui. Et pour Caritas aussi, pas mal de détachements. Et donc, du coup, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Mali, Madagascar et d'autres coins du monde, j'y suis allé. Et donc, du coup, repartir vers Dakar n'a pas été un peu un saut dans l'inconnu pour moi, mais c'était une ville que j'ai découvert pour la première fois. Et donc, depuis que je suis sorti de l'école, c'était pour la première fois aussi que j'allais repartir m'asseoir sur une table, sur une chaise devant une table pour me mettre à réapprendre à nouveau. Et donc, du coup, ça n'a pas été facile. J'avoue qu'à Biofos, c'est une école où, vu de loin, ça paraît accessible, mais quand vous y entrez, ça devient une formation assez militaire dans la méthode et la forme, le fond et la forme. Et justement, comment est-ce que tu as pu financer cette formation? Comment est-ce que tu as pu accéder justement à cette formation? Est-ce que c'est l'ONG pour laquelle tu travaillais à l'époque qui te l'a financé? Non, j'ai dû démissionner parce que aujourd'hui, la difficulté pour quelqu'un qui veut aller se former, donc du coup, la seule chose que tu as comme possibilité dans 99% des cas, c'est de démissionner de ton poste. Donc du coup, j'ai utilisé toute mon économie pour aller faire cette formation sans trop savoir ce que j'allais avoir en retour. Mais vu que je suis déjà journaliste, je me suis dit, au pire des cas, si je ne trouve pas un autre métier dans l'humanitaire, je redeviens journaliste pigiste et je contacterai les rédactions pour lesquelles j'avais déjà travaillé en Afrique et en Europe et recommencer à réécrire à nouveau. Et donc, du coup, je suis parti avec mes propres économies à Dakar pour pouvoir étudier, comme la plupart de mes camarades qui étaient à l'époque, puisqu'on faisait partie de la première promotion de Bioforce Centrafrique au niveau de Dakar, au Sénégal. Et à l'issue de cette formation, tu trouves tout de suite du travail dans l'humanitaire? Non, après cette formation, quand j'ai fini cette formation, au cours de cette formation, j'ai toujours postulé. Je pense qu'avant de pouvoir trouver un job, j'ai postulé plus d'une centaine de fois. Ça a été un long parcours de combattant. Donc, dès la fin de la formation, j'ai commencé à postuler. Je n'ai pas de réponse favorable. Et donc, du coup, après ma formation, j'ai décidé d'aller en Gambie qui était un pays très proche du Sénégal, qui était un pays anglophone, pour faire un bain linguistique. Donc, je suis allé en Gambie, je suis resté 2 mois en Gambie. Et finalement, après ce bel linguistique, je suis revenu au Niger et je continue toujours à postuler, que ce soit au Niger ou à l'international. Et c'est Action contre la faim qui m'a donné ma première chance à travailler de plein temps, 100% dédié à la logistique au niveau du bureau
de la mission du Niger. Je suis resté 11 mois chez Action contre la faim. Et vu que j'avais déjà mon parcours logistique avant d'intégrer Bioforce, donc du coup, j'avais une aisance à pouvoir travailler. Et par la grâce de Dieu, on peut dire comme ça. Donc du coup, par concours de circonstances, et mon supérieur, mon chef de service au niveau de ce projet était aussi un ancien de Bioforce. Et donc du coup, d'anciens biof qui se retrouvent, donc du coup le courant passe très vite et donc du coup l'alchimie prend et puis on a fait une mission assez fantastique à donner le support nécessaire au projet, à travailler sans repos. Le secteur de la logistique, il n'y a pas de repos. Vos week-ends sont utilisés pour préparer la semaine à venir et travailler dans des zones de conflit, gérer la sécurité, donc gérer tout ce qui est aspect logistique, les missions, les rendez-vous, ça prend énormément au niveau de la logistique. Aller sur le terrain pour le lancement des activités, la réception des travaux, le suivi au niveau de la gestion du parc automobile, la gestion de l'électricité, parce que quand la saison chaude arrive, ça devient des sujets assez difficiles. Et c'est de là que je suis parti à MSF Médecins Sans Frontières. Je me suis retrouvé d'abord à Kinshasa, où j'ai travaillé au niveau du projet de lutte contre le VIH-Sida et tuberculose avancée pendant de longs mois. Ça a été une expérience assez merveilleuse de m'occuper en même temps du supply et de la logistique et de travailler. C'était un nouveau départ. Ce voyage, cette mission au Congo, où j'ai pu toucher du doigt une autre réalité de la misère humaine, des difficultés des personnes au quotidien, de ceux qui sont que la société croit avoir perdu définitivement et avec par de l'acharnement, avec la force, la témérité de toute l'équipe, les équipes de support, les équipes médicales, on arrive à voir des malades qui étaient grabataires et au bout de 3, 4, 5 mois, commencent à faire leur premier pas, à réapprendre à marcher. Quand vous voyez toutes ces choses, ça vous rend heureux. Mais au même moment, quand il y a des décès, ça vous rend triste. Et je suis allé par la suite dans l'Équateur, dans un petit village au milieu de nulle part, perdu dans la brousse, à travailler dans un projet de lutte contre le paludisme qui s'occupait des enfants. Et quand vous avez des enfants à la maison et que vous voyez ces enfants qui arrivent et certains malheureusement meurent de paludisme, ça vous révolte et ça vous donne envie de toujours vous surpasser pour arriver à changer l'environnement dans lequel vous évoluez, à apporter une contribution pour dire que je dois faire de mon mieux pour que ce petit geste, ce petit rien que je puisse faire puisse être un grand pas pour l'humanité. Ouais, le paludisme, la malaria, c'est une maladie que nous, en France, on ne connaît pas, mais qui est la principale cause de décès en Afrique. C'est un virus qui est transmis par le moustique. Et effectivement, je crois savoir que Médecins Sans Frontières travaille énormément sur ces problématiques-là. Exactement. Et donc, du coup, j'ai travaillé dans ce projet pendant 5, 6 mois. Je suis resté 6 mois dans ce projet au niveau de l'Équateur. Et donc, du coup, on travaille dans la prévention du paludisme et dans le traitement aussi. Parce que le paludisme, c'est une maladie qui est transmise par les moustiques. On a deux solutions pour pouvoir éviter le paludisme. C'est dormir sous moustiquaire. La moustiquaire, a priori, ne coûte pas assez cher, sauf que les familles sont assez démunies et n'ont pas les moyens de pouvoir avoir ces moustiquaires. Et donc, il faut mettre ces moustiquaires à leur disposition. Et si malheureusement, un membre de la famille, et notamment les enfants, arrivaient à piquer du paludisme, quand on arrive à soigner, quand le paludisme est soigné, c'est 3 jours de traitement et la personne obtient guérison. Malheureusement, quand au départ, les familles ne viennent pas très tôt vers le centre de santé, les enfants arrivent à mourir et d'autres adultes aussi. Et donc, notre mission avec les équipes de promotion d'hygiène et de la santé aussi, c'est de pouvoir travailler aussi en amont. C'est toute une chaîne à MSF de pouvoir travailler dans le domaine du paludisme. Et dans ce projet aussi, on avait aussi une équipe de recherche aussi sur le moustique et la résistance aux permétrines, qui sont des substances chimiques qu'on utilise pour imprégner les moustiquaires que les familles utilisent. Et donc, du coup, travailler dans un projet pareil, pour moi qui connais les causes, les désastres du paludisme, ça m'a permis aussi de connaître d'autres réalités, de savoir qu'il n'y a pas que chez nous problématique non seulement sahélienne, mais aussi au niveau africain, je dirais. Je disais tantôt à Madagascar, dans l'île de Madagascar où j'étais aussi, le paludisme aussi et la peste étaient des maladies qui étaient récurrentes, qui étaient des maladies qu'on pouvait prévenir. On peut les éviter en respectant des gestes assez simples, mais faudrait-il que toutes les familles soient sensibilisées à ces gestes-là et aussi à savoir les signaux, les alertes qui disent que
il est temps d'aller à l'hôpital pour pouvoir sauver cet enfant ou sauver cet adulte. Et surtout les femmes enceintes aussi. Parce que le paludisme fait aussi des ravages dans ce secteur-là, surtout de la femme enceinte et allaitante. Et donc, une femme enceinte peut perdre sa grossesse. Je ne suis pas médecin, mais à force de travailler dans une ONG médicale, on finit par comprendre un peu certains modes de transmission et certains dégâts du paludisme. Nous, on parle de paludisme en Afrique, mais les anglophones parlent de malaria, et donc en Europe, on parle souvent de malaria, donc paludisme, malaria, c'est pareil. Et le fait d'être passé du journalisme à, du coup la logistique humanitaire, est-ce que toi t'en as retiré justement une satisfaction supplémentaire de pouvoir être au cœur de l'action, être au cœur des événements qui aident à réduire la mortalité des sujets que auparavant tu pouvais éventuellement traiter avec le journalisme? Et ça change complètement. Le journaliste est détaché du sujet qu'il traite. C'est presque de la partie dans ce qu'on traite. On fait de la livraison de l'information. C'est une marchandise que nous exploitons. Mais travailler de l'autre côté, ça change le regard de la manière dont vous percevez un sujet, de la manière dont vous abordez un sujet, de la manière dont vous voyez l'humain. Cette entrée dans le monde humanitaire m'a permis d'être beaucoup plus solidaire, d'être beaucoup plus généreux, d'utiliser une partie de ce que je gagne aussi pour aider d'autres personnes. Ça change presque votre quotidien. Je ne dis pas que le journaliste n'est pas généreux, mais c'est un métier qui vous détache de l'humain et qui vous rend parfois si lointain. L'humanité est proche de la réalité, découvre ce qu'il faut faire pour pouvoir changer, travaille dans le silence, plaider, faire du plaidoyer pour arriver à inverser des tendances sur le terrain. Je pense que ça m'a changé, mais aussi j'en ai tiré aussi une force parce qu'on ne travaille pas sans communication. Et donc, du coup, cet avantage d'avoir déjà travaillé dans le secteur de la communication me permet tout de suite de pouvoir m'insérer dans les équipes et travailler avec tout le monde, non pas assez aisément, mais à comprendre que le problème de notre société, c'est parce que nous parlons, mais personne n'écoute l'autre. Et dans le cadre de la communication, on s'écoute, on se comprend mieux et on devient des gens qui travaillent ensemble pour arriver à un but commun, celui de mondialiser la solidarité et lutter contre tous ces dégâts sociaux qui minent notre développement et de considérer l'humain comme étant intégral, peu importe son origine, d'où il vient, comme une vie sacrée et je dois contribuer à son développement intégral. C'est ce que j'allais souligner, les capacités que tu as, les compétences que tu as développées toi en communication sont, on l'oublie trop souvent, mais extrêmement utiles dans le milieu de l'humanitaire et pas que pour faire du plaidoyer, mais également des fois sur le terrain en tant que tel, savoir communiquer lorsqu'on est dans la logistique, c'est aussi extrêmement important pour permettre de mener des actions de sensibilisation ou pour permettre aussi de façon beaucoup plus concrète de discuter avec les différents services et toi, j'imagine que ce sont des compétences qui te sont extrêmement utiles aujourd'hui, plus le fait d'avoir travaillé dans les services généraux avant de te former. Exactement, la communication, comme tu l'as dit, c'est le nœud de la guerre, c'est le nœud gordien. Hein. Donc, du coup, sans communication, ça ne marche pas. Je vais acheter une banane. Si je ne décris pas cette banane, je ne comprends pas. Et si je ne comprends pas ce que le demandeur veut, si je ne communique pas avec lui, je ne peux pas arriver à pouvoir le satisfaire. Faire du feedback, le canal de communication, les sujets sensibles, comment pouvoir les gérer. Ce sont des petits détails de la communication qui tout de suite vous rattrapent dans le monde humanitaire et on vit ensemble. Et quand on dit on vit ensemble, parce que l'humanité, c'est quelqu'un qui quitte sa famille, qui se retrouve à vivre en communauté avec des gens de divers horizons, européens, américains, asiatiques, africains, toutes sortes de personnes. Et donc, du coup, communiquer devient la chose la plus simple et la plus compliquée en même temps. Simple et compliquée. Et donc, du coup, savoir travailler dans le domaine de la communication, anticiper les événements, ce sont des petites choses, des petits riens pour le communicateur qui devient des grands sujets pour l'humanitaire. Et donc, du coup, on communique, travaille sur pas mal de sujets. Ce n'est jamais évident au départ, mais à force de pouvoir inculquer. Et donc, du coup, quand vous arrivez dans une équipe, vous mettez tout de suite l'accent sur la communication et vous essayez un peu de voir comment réduire les incertitudes liées au déficit de communication qui mine la gestion des activités. Donc, du coup, vous savez déjà anticiper sur ces petits riens qui sont des petites choses très capitales pour pouvoir travailler avec les uns et les autres, que ce soit les autres humanitaires
dans les intersections et en même temps les bénéficiaires que nous considérons comme des personnes pour qui nous sommes là et qu'il faut respecter comme telles. Avec lesquels vous Surtout. avez également des interactions. Tu as soulevé un point qui est intéressant, c'est le fait de s'expatrier comme toi tu l'as fait. Travailler et s'engager dans l'humanitaire, c'est quelque chose qui est un gros changement dans la vie personnelle. Comment est-ce que ça a été perçu par ton entourage, par tes anciens collègues du journalisme, par ta famille, par tes amis qui peut-être sont eux restés au Niger? Comment est-ce que c'est perçu pour eux cette reconversion que tu as faite? Déjà, ça paraît bizarre pour les autres. Un communicateur, d'abord un journaliste, un communicateur, donc beau bureau, climatisation, veste, chaussures bien cirées, et donc du coup qui fréquente les ministères, les présidences, voyage dans les avions officiels à une époque, se retrouve à gérer le carburant, à gérer des achats. Quand tu expliques à tes camarades, ils n'arrivent pas à comprendre, ils se disent, mais non, mais tu es tombé sur la tête, mais tu avais un avenir ici, et donc du coup, ils ne comprennent pas. Et jusqu'à aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, un collègue qui est rentré en contact avec moi via Facebook et qui disait, écoute, je voudrais venir au Niger pour travailler sur un sujet, est-ce que tu pourras me briefer et quand j'y arriverai, donc j'ai eu ton contact, est-ce que tu pourras être dispo pour moi? Et je lui ai dit, malheureusement, j'ai quitté le domaine de la communication que je fais de la logistique et il me met point d'interrogation logistique. Et j'ai dû lui expliquer. Ça ne paraît pas évident pour mon entourage. D'abord, ma famille, ça a été simple puisque bon, j'avais une épouse déjà qui était déjà dans le secteur humanitaire comme moi, qui était coordinatrice de projet, qui il est toujours d'ailleurs. Mais le fait de quitter sa famille et vivre ailleurs pose beaucoup de problèmes pour la famille et votre entourage qui ne comprend pas que pour les événements sociaux, vous n'êtes jamais là. Et donc, du coup, vous venez une fois tous les 3 mois, passer une semaine avec votre famille, de repartir. Les gens se demandent comment est-ce possible pour une femme, pour un homme de supporter des contraintes aussi lourdes. Et surtout que les zones dans lesquelles nous évoluons, évidemment, ne sont pas des zones où on va faire du tourisme. Ce Bien pas sûr. des zones de mission cocotier. Et donc, du coup, les conditions sécuritaires, et donc, du coup, c'est une vie. Je dis souvent que je vis dans un monastère. Je suis un moine presque. Parce que je me rappelle bien de quand j'étais au Congo, les conditions dans lesquelles nous vivions étaient des conditions assez difficiles. On vivait au milieu des serpents. Parfois, il y avait des serpents, des scorpions. Et nos toilettes à l'extérieur, nos chambres, ce n'était pas le 5 étoiles non plus. Le monde humanitaire, ce n'est pas des chambres 5 étoiles. Et donc, du coup, c'est un monde rudimentaire. Et donc, du coup, il faut s'adapter et donc créer les conditions, vivre. Et donc, du coup, vous êtes au milieu de nulle part. Et donc, du coup, il n'y a pas de réseau de communication. Et donc, vous vous dites, mais si je tombe malade ici aujourd'hui, mais comment se ferait mon évacuation? Vous oubliez ça tout de suite parce qu'il n'y a pas d'issue que d'être costaud dans la tête, quoi. Sinon, vous pétez les plombs. Et moi, j'ai vu des collègues qui ont pété des plombs, qui ont piqué de la dépression sur le terrain parce que c'est dur de vivre ensemble, de travailler ensemble sans savoir que la proximité finit par développer parfois, pas de l'animosité, mais de la nervosité parfois. Donc, du coup, il faut savoir raison garder, être flexible, être calme. Il y a des compétences qu'il faut acquérir tout de suite, sinon vous disparaissez de vous-même. Tu parles de la force psychologique dont il faut savoir faire preuve. Toi, justement, tu as déjà été confronté à des situations où psychologiquement ça a été très compliqué? Oui, il y a des situations. Imagine que vous preniez une route où il y a une mine à sauter et que des gens sont décédés et que vous devrez prendre cette route ce matin. La nuit, vous ne dormez pas. Il y a un stress qui monte. Imagine que vous êtes dans une ville où toute la nuit, c'est des crépitements de balles. Et donc, du coup, vous êtes cloîtré chez vous, vous ne pouvez pas sortir. Imagine que vous vous retrouvez sans communication. Aujourd'hui, arriver à faire une journée sans WhatsApp, sans pouvoir appeler sa femme, sans pouvoir appeler son enfant. Parce qu'on vit dans des zones où la communication est assez difficile, même si vous essayez de joindre vos familles, le plus souvent la réponse que vous avez après bonjour, c'est ti, 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 puisque le réseau est coupé. Donc, psychologiquement, il faut être costaud et accepter de vivre une vie de communauté. Et aussi à Bioforce, l'entrée en matière, ça vous rappelle tout de suite que le métier que vous avez choisi, ce n'est pas le métier d'enfant de cœur. Et donc, du coup, tous ces ATT que vous subissez. Donc, quand vous partez sur le terrain, vous vous rendez compte de l'importance d'avoir vécu
en live ces réalités. Et sur le terrain, ce n'est pas du jeu parfois, mais ce n'est pas tous les terrains humanitaires qui sont assez dangereux, mais la plupart des terrains, pour des personnes expérimentées, sont des terrains où c'est difficile, mais il y a de la joie. Et quand on respecte les règles sécu, il y a moins de dégâts. Ouais, tu parlais des ATT à Bioforce, c'est les applications techniques terrain qui sont des mises en situation qui sont faites au moment de la formation pour justement confronter les étudiants à des problématiques spécifiques, que ce soit sur des problèmes techniques de logistique, d'approvisionnement ou des problèmes plus généraux de sécurité. Exactement, exactement, exactement. Exactement, et je me rappelle bien juste une sorte de petite anecdote. Hein. Quand nous préparions ce stage terrain, pour que tout le monde puisse comprendre cette application technique au niveau terrain. Donc, du coup, on travaille d'abord au niveau de l'école à préparer dans les équipes. Et donc, du coup, celui qui était censé être responsable de la logistique et le coordinateur du projet, dans le chargement de véhicules, le temps est monté. Donc, les gars voulaient venir, on a dû les séparer parce qu'ils voulaient se battre. Et donc, du coup, dans cette confusion de pouvoir calmer les uns et les autres, dans le fret manifeste, et le webbill, on a oublié de mentionner un article. Et quand on passait la douane, cette douane virtuelle, et donc, du coup, on se retrouve à interroger le responsable logistique et le chef de projet. Et comme le document n'existait pas, les douaniers ont dit, eh bien, comme vous n'avez pas ce document, vous allez partir en prison. Et on les a jetés dans une cellule virtuelle, bien sûr. Et donc, du coup, ceux qui se battaient dehors se retrouvent dans la même cellule. Ouais. Et quand ils sont sortis de la cellule, se retrouvent dans une amitié. Je pense que cette amitié doit pouvoir continuer aujourd'hui. Et sur le terrain, ça nous a soudés. Et donc, du coup, voir ce responsable logistique virtuel de notre équipe et le coordinateur de projet qui voulait se battre quelques heures plus tôt, se retrouver à être des leaders de notre équipe et durant tous les moments que nous avons passés au milieu de nulle part, ça motive. Et quand vous vous retrouvez sur le terrain, vous vous rappelez et vous riez de ces petits riens à l'école qui étaient déjà durs pour nous, mais qui sont motivateurs aussi sur le terrain. Et je pense que c'est une bonne chose pour Bioforce de pouvoir ouvrir la réalité du monde humanitaire déjà dès la formation pour dire, écoutez les gars, vous êtes dans un métier noble, mais ce métier a des contraintes et autant connaître ces contraintes déjà et vous dire, oui, je m'engage. Je me rappelle bien quand j'étais après notre formation, une de nos camarades a dit, moi, cette vie n'est pas faite pour moi et après cette formation, je vais aller chercher un autre travail. Elle s'en est allée. Donc cette préparation, elle est nécessaire parce qu'elle permet de se projeter sur les réalités du terrain et ça permet aussi à certaines personnes d'éventuellement envisager de faire autre chose parce que ce que tu précises par là, c'est que le monde de l'humanitaire est très exigeant à la fois psychologiquement et à la fois, des fois, physiquement avec les dangers auxquels on peut être exposé. Oui, sans aucune offense pour les autres écoles de formation dans le domaine de la logistique, de la sécurité. Hein. Je pense que Bioforce a un avantage que les autres n'ont pas. Déjà que les formateurs sont des anciens praticiens ou toujours des praticiens en activité et que cette école vous permet en même temps d'allier théorie et pratique et vous permettre de découvrir ce que sera votre environnement de demain est déjà un grand pas qui vous prépare psychologiquement à affronter les réalités. Donc, du coup, moi, tout ce que je fais au quotidien, c'est toujours une page de mes cours à Bioforce que j'ouvre, que ce soit dans le domaine des achats où je travaille, approvisionnement surtout, parce que depuis un certain temps, MSF va basculer dans le domaine du supply uniquement, et donc du coup, c'est une partie de la logistique évidemment, qui s'occupe de l'approvisionnement. Et donc du coup, tout ce que nous avons vécu sur le terrain, c'est du quotidien, ce que nous appliquons. Et donc du coup, cette longueur d'avance est un bénéfice pour celui qui vient sur le terrain, qu'il soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du savoir-faire, du savoir-être et dans la conduite des opérations et des hommes. Parce que conduire des hommes, gérer une équipe, il faut pouvoir l'apprendre. Et je pense à Bioforce, le fait d'avoir ces activités transversales au niveau terrain vous permet déjà de voir que ce n'est pas facile de travailler ensemble et que malgré toutes les difficultés que le terrain va vous exiger, vous ne pouvez pas vivre en solo pour réussir. Et donc, du coup, pour moi, c'est un avantage que je vois par rapport à mes collègues, d'autres collègues qui n'ont pas fait Bioforce. Ça se sent net sur le savoir-vivre et le savoir-être sur le terrain. Dès les premières semaines, tu sauras que la personne a un passé Bioforce ou pas. Et c'est pour ça que tu parlais que
tout à l'heure, le nerf de la guerre, c'est la communication, il faut savoir communiquer entre nous. Je voulais rebondir un peu sur cette expression-là, le nerf de la guerre, nous, alors en France, mais je pense aussi ailleurs, on a souvent tendance à plutôt dire que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Est-ce que toi, tu considères que les ONG aujourd'hui ont les moyens pour intervenir là où les crises sont le plus ancrées? Dire que les ONG ont les moyens aujourd'hui, non. Parce que les foyers de tension se multiplient dans notre monde. Dans presque tous les continents aujourd'hui, on a des foyers qui nécessitent une intervention humanitaire. Et l'humanitaire vit de la générosité des uns et des autres. C'est de la cotisation. Et nous qui travaillons comme humanitaires et d'autres personnes qui travaillent dans le secteur, d'autres secteurs, et aussi des retraités, donnent contribution pour lutter contre les crises. Vu que ceux qui donnent n'ont pas, et l'exemple parfait, c'est cette situation de coronavirus dans notre monde aujourd'hui qui fait en sorte que presque tous nos collègues ou tous ceux qui sont potentiellement donateurs se retrouvent au chômage et donc du coup ne peuvent plus contribuer pour financer des activités sur le terrain et donc du coup sans doute va contribuer à réduire les projets que les ONG ont sur le terrain. Vu aussi que les crises sont devenues des crises qui durent, fait que ça use. Nous n'avons pas assez de moyens aujourd'hui pour nous occuper de ce que nous avons comme crise que nous-mêmes nous avons créé dans notre monde. Et je pense que ceux qui donnent doivent aussi savoir qu'est-ce qu'on fait de ce que leur argent a servi sur le terrain, à faire sur le terrain. Et donc rendre compte cette redevabilité que nous devons pour ceux qui nous donnent de l'argent. Et donc, c'est des sujets qui sont assez importants pour nous aujourd'hui en tant qu'humanitaires. Et moi, qui dans le secteur où des zones de conflit armé où j'évolue depuis plusieurs années déjà, quand vous voyez toutes ces familles qui, du jour au lendemain, qui vivaient bien dans leur village, malgré leur pauvreté, qui avaient des souris, qui se retrouvent aujourd'hui sans toit, on n'a pas les moyens aujourd'hui de couvrir leurs besoins, que ce soit au niveau de la santé, de l'alimentation et de l'éducation. On est submergé et cette crise de coronavirus aussi a un impact difficile sur les agents humanitaires parce que nos présences sur le terrain sont assez prolongées et donc du coup, ça a un impact sur le plan santé de la personne. Quand tu vois un médecin qui travaille, quand tu vois un chirurgien qui enchaîne les opérations, quand tu vois une sage-femme qui enchaîne les accouchements, les consultations, quand tu vois un log qui, même le samedi, est obligé de pouvoir travailler à préparer, quand tu vois un chef de projet qui est obligé, ça prend de l'énergie, mais quand on voit toutes ces misères, parfois, le mal, c'est qu'on s'oublie, ce qui n'est pas bien, mais on s'oublie, on dit, mais moi, je suis bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien, qui peuvent donner de leur temps, même si ce n'est pas à 100%, mais quelques mois sur le terrain pour donner et aider les humanitaires, aider l'humanité, pas les humanités, aider l'humanité tout court, aider l'homme, aider l'humanité, et pas sauver, nous ne sommes pas des gens qui viennent, des Rambo, non, mais nous contribuons à réduire des risques, à éliminer des situations de précarité, des situations déshumanisantes, à redonner du sourire à ceux qui les ont perdus. Et aussi, malheureusement, nous n'avons pas assez d'argent, assez de moyens aujourd'hui pour faire face à cette multiplicité de crises que nous avons, ne serait-ce que dans le Sahel aujourd'hui où tous les pays sont touchés par des situations de déplacés, de terrorisme, de sécheresse, de malnutrition, de problèmes de santé, de tuberculose, de sida, de VIH, etc. Et là, Le pire, c'est à l'heure à laquelle on enregistre cette interview, oui, oui, on est fin octobre, on est le 26 octobre 2010, pardon, on est le 26 octobre 2020 et effectivement le coronavirus est encore présent partout dans le monde et impacte énormément tout ce qui est, j'imagine, en plus fret aérien et approvisionnement, ça va être assez compliqué pour les organisations humanitaires et toi tu le ressens sur le terrain, c'est ça? Oui, puisqu'on n'était pas préparé déjà pour affronter cette crise humanitaire. La première difficulté qu'on a eue, c'est déjà la disponibilité des masques, des face masks, comme on le dit en anglais. Il n'y en avait pas. Il y a une rupture au niveau mondial. Donc, on a dû s'adapter tout de suite à créer des standards au niveau terrain en fabrique, en tissu local, comme les Anglais disent fabrique, mais en tissu local. Et donc, du coup, à pouvoir s'adapter. La chaîne d'approvisionnement a pris un coup parce que les vols humanitaires ne peuvent pas transporter tous les frais dont nous avons besoin. Et donc, du coup,
le fait que tout le monde se retrouve coupé de l'autre, fermer les frontières, c'est rendre le travail presque impossible. Donc, il a fallu s'adapter tout de suite, à anticiper. Et donc, du coup, évidemment, toute cette énergie qu'on mobilise pour lutter contre le corona a aussi un impact sur d'autres programmes que nous avons sur le terrain. Tout à l'heure, on parlait de l'argent, donc justement des personnes qui font des donations, notamment quand on parle de Médecins sans frontières, c'est quand même plus de 80% de fonds propres pour cette ONG, donc des personnes qui contribuent de leur poche à soutenir cette organisation. Une des grandes questions qui est souvent posée, c'est comment cet argent est utilisé sur le terrain, et notamment une question que beaucoup de gens commencent à connaître quand ils ont voyagé dans des pays aussi en crise, c'est parfois aussi la question de la corruption, sujet sur lequel toi tu as énormément travaillé dans le cadre du journalisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la corruption et ce que toi tu en connais? On va aller très basiquement. Hein. Un article qui coûte 100 francs, vous la facturez à 500 francs. C'est un manque à gagner. Un projet qui doit être réalisé sur le terrain est justifié, mais physiquement n'est pas réalisé. L'argent qui doit servir pour une activité est détourné à d'autres buts. Je m'arrête là. De façon basique, ça impacte négativement les activités au niveau terrain parce qu'il y a un manque à gagner. Et donc, du coup, cet argent soustrait frauduleusement ne contribue pas au développement de l'humanité. Et donc, du coup, toutes les ONG ont ce mécanisme aujourd'hui de transparence et de redevabilité pour que l'argent qui a été mobilisé puisse servir réellement sur le terrain. Et pour que cet argent puisse servir réellement sur le terrain, il faut qu'il y ait beaucoup d'outils de contrôle. Il faut que les personnes aussi soient formées sur ce que c'est que la corruption et comment pouvoir éviter ces corruptions au niveau des activités terrain. Et donc, du coup, moi, ayant déjà travaillé sur ce sujet, j'ai été formé sur le journalisme d'investigation aussi. Et venant d'un pays qui a été touché aussi par des scandales de corruption, j'ai cet instinct à pouvoir prendre des garde-fous tout de suite pour éviter justement que tels actes puissent se reproduire, à vérifier moi-même toutes les facturations, à checker le marché, à faire un market assessment, à suivre l'évolution des coûts pour s'assurer que l'argent que nous sommes en train de dépenser est dépensé judicieusement et pour la cause pour laquelle l'argent a été prévu. Ça, c'est très important. Et donc, du coup, toutes ces facultés que j'avais déjà au niveau de la formation journalistique, je les transpose évidemment dans le domaine du monde humanitaire. Donc, c'est ce pas que j'ai sauté et donc, du coup, j'utilise ces notions antérieures, oui, pour éviter qu'il y ait des passe-droits, pour éviter ce clientélisme que nous avons souvent sur le terrain dans beaucoup de pays africains. Ce n'est pas un secret pour personne qu'il y a énormément de travail à faire au niveau de la dénonciation de la corruption et je pense qu'il y a d'autres ONG qui consacrent leur objectif à le faire comme Transparency International et bien d'autres ONG. Et nous, en tant qu'humanité MSF, c'est la redevabilité, mettre les outils nécessaires pour éviter que l'argent ne puisse aller dans des mauvaises mains, mais pour servir la cause pour laquelle cet argent a été mobilisé. Pour toi, la meilleure façon de lutter contre la corruption, c'est à la fois de mener des actions comme toi tu peux mener de contrôle et de vérification et de transparence dans ton activité, mais ça va passer également par la dénonciation? 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'éducation de la population. Que le jeune enfant puisse être sensibilisé à la gestion du bien commun dès son jeune âge, que le bien commun est sacré, qu'il a obligation de redevabilité, de transparence dans tout ce qu'il fera dans sa vie d'adulte. Et quand vous formez quelqu'un bien à affronter le lendemain, je pense que même si le résultat ne sera pas à 100%, on aurait inversé la courbe. Le second niveau, c'est dans la gestion quotidienne de ce qu'on mobilise. Faire en sorte que les outils nécessaires, le contrôle nécessaire soit fait pour éviter des pertes d'argent, pour éviter que de l'argent soit détourné pour de mauvaises causes ou au profit des tiers. Le troisième niveau, c'est un combat général mondial que d'autres organisations font, mais qui fait partie du combat individuel. En tant que personne, non pas parce que je travaille pour une ONG ou un service public, mais je dois considérer le bien public comme un bien sacré et oser parler à tout le monde de la corruption et des
conséquence de la communication, je pense que c'est très important, de pouvoir ouvrir les yeux des uns et des autres sur la corruption. Les gens ont tendance à penser que ceux qui détournent les milliards sont ceux qui sont corrompus. Non. Même si vous volez 100 francs, même si vous dépensez illégalement 100 francs, c'est de la corruption. Ce n'est pas le volume, mais c'est le geste qu'il faut éviter et condamner. Et je pense que c'est tout un programme et un rappel au quotidien à tous de dire que je dois faire de mon mieux à contribuer à ce que mon action soit une action qui avance l'humanité et pas qui régresse l'homme. Est-ce que tu fais partie des personnes qui considèrent que beaucoup de crises actuelles dans certains pays sont majoritairement dues à la corruption? Oui, beaucoup de crises dans notre monde aujourd'hui sont dues à la corruption. Un exemple basique, quand de l'argent qui doit servir à faire des forages est détourné, les populations se retrouvent sans forage. Puisqu'elles se retrouvent sans forage, le seul puits qui leur est disponible sous la main est surexploité par les éleveurs, par les agriculteurs et tout le monde. Et donc, du coup, on aboutit à une bagarre, à des conflits. Ça, c'est le premier exemple. Quand vous détournez, par exemple, l'argent qui sert pour acheter des tracteurs pour pouvoir mécaniser l'agriculture, vous réduisez la force de la production, vous anéantissez des espoirs de demain. Quand vous détournez l'argent qui sert à construire une classe, vous privez des enfants d'école. Quand vous détournez l'argent qui sert à construire un centre de santé, vous privez les enfants d'avoir accès à une éducation et à la santé. Donc, vous réduisez un espoir de demain, vous détruisez l'humanité tout court. Et donc, du coup, nous devons faire en sorte que nous puissions lutter contre la corruption. Il y a aussi d'autres crises qui sont liées, pas à la corruption, mais à beaucoup de conceptions aujourd'hui. Il y a des crises liées à des crises conflictuelles dans le Sahel. On parle du terrorisme. Et donc, du coup, on aboutit aussi à des déplacés. Donc, il n'y a pas que la corruption qui aboutit, qui génère des crises, mais c'est un facteur dégradé, un facteur important aussi à prendre en considération. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que toi t'avais envie d'aborder en particulier? Oui, je pense que déjà saluer cet effort que tu fais de rendre compte de ce que les gens vivent sur le terrain. Pour moi, c'est très important déjà. Et je voudrais que des jeunes, qu'ils soient africains, européens, américains, asiatiques, peu importe d'où ils viennent, puissent se dire que oui, je peux contribuer, je peux venir sur le terrain. Oui, c'est difficile, mais c'est un monde aimable, très adorable. Le monde humanitaire, c'est un monde où on se côtoie et on rend l'humanité plus humanisante, plus belle. Et on contribue à faire pas des merveilles, mais à faire avancer l'humanité. Je pense que celui qui avait visité la Lune a dit que c'était un petit pas pour l'homme, mais un petit pas de géant pour l'humanité. Mais je dirais aussi, en le citant, que oser faire ce petit pas vers le monde humanitaire, c'est un géant pas pour sauver des vies. Et donc, ceux qui peuvent le faire à plein temps, ceux qui ne peuvent pas le faire à plein temps, que vous soyez médecin, que vous soyez logisticien, journaliste, votre place est disponible dans le monde humanitaire. Et par votre action, vous pouvez arriver à redonner un autre visage à notre monde. Je côtoie souvent des collègues communicateurs au niveau des MSF et d'autres ONG où je suis allé par le passé, qui essaient de rendre compte de ce que nous faisons sur le terrain. Et quand vous vous rendez compte de ce que les gens font sur le terrain, c'est merveilleux de savoir ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que des journalistes aussi, on en a besoin sur le terrain pour pouvoir rendre compte de ce que nous vivons comme situation difficile et de ce que nous faisons pour pouvoir changer la face du monde et redonner du sourire à notre humanité qui en a besoin, surtout en ce temps où, avec cette situation de corona, tout le monde est impacté et nous ne savons pas la fin de notre calvaire. Et je pense que malgré toutes les difficultés que nous vivons aujourd'hui, nous devons être solidaires et se retrouver à donner du sourire par le petit geste que nous faisons au quotidien. Et je vois mon travail, ce petit rien que je fais comme un sacerdoce, qui me permet de pouvoir donner aussi du sourire, peu importe d'où la personne vient, peu importe son origine, peu importe sa couleur, mais savoir quel est son problème et qu'est-ce que nous pouvons faire comme action pour arriver à lui redonner une vie comme celle que nous avons pour nos enfants, nos femmes, nos frères et sœurs ailleurs. Chers amis, le monde humanitaire, c'est un monde merveilleux et il a besoin de bras parce que le travail est difficile et nous avons besoin de la relève, de relever les équipes sur le terrain et de pouvoir toujours continuer à avancer
à se dire que malgré le défi, le petit pas que je fais, c'est un grand pas pour l'humanité. Et quel conseil tu donnerais justement à ces personnes qui aimeraient se lancer dans l'humanitaire? C'est un monde merveilleux, c'est un monde qui n'est pas facile, le monde humanitaire. Ça vaut la peine d'être vécu, osé. Et moi, quand je venais, je me disais, oui, je mettais entre parenthèses, mais je repartirai à mes premiers amours de journalisme. Mais je me sens si loin de ce métier aujourd'hui que je m'imagine plus dans un bureau avec veste, cravate, souliers, non à suivre des ministres, des diplomates, non. J'ai trouvé une place merveilleuse dans un monde où le confort n'y est pas, mais le cœur y est. Et donc, je pense que ceux qui veulent s'aventurer dans ce monde-là, oser. Je sais qu'au niveau de Médecins sans frontières, d'autres organisations, il y a des journées portes ouvertes pour découvrir le métier humanitaire, contacter d'autres humanitaires qui sont les terrains, parler un peu de ce que nous vivons comme vie. Et je ne regrette pas de faire partie de ce petit job de baroudeur, entre guillemets, à passer 6 mois aujourd'hui ici, 9 mois là-bas, tout en ne sachant pas où est-ce que je serai demain. Et je partirai en fonction des nécessités. Et je pense que le fait de vivre cette aventure merveilleuse vous permet de découvrir le monde, vivre avec des Français, des Alsaciens, des Bretons, oui, des Parisiens, des Marseillais, se retrouver avec des Belges, des Wallons, des Flamands, des Américains, des Canadiens, des Japonais, des Chinois, des Nigériens, des Nigérians, des Congolais. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde. Vous rencontrez en un temps record un monde dans votre appartement, dans votre job. Et je pense que depuis que j'ai commencé ce métier, je côtoie une vingtaine de nationalités par an, ce qui n'est pas rien. Et en même temps, c'est une expérience enrichissante pour moi en tant que personne et en même temps pour ce que je peux faire pour le futur. Et je pense que pour le moment, je ne m'imagine pas loin de ce monde si difficile, d'humanitaire, mais si agréable. Serge, merci beaucoup pour cet échange très enrichissant et on te souhaite une bonne continuation dans ce milieu-là. Merci beaucoup, ça marche et on garde le contact. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, salut. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitaire.com. Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.